tous, bienvenue pour cette table ronde autour de laquelle nous allons parler d'une thématique sur laquelle on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui lorsqu'on parle de défis et d'opportunités pour le continent africain. C'est la transition énergétique. L'Afrique contribue à seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre et pourtant c'est l'un des continents qui en paye le plus lourd tribut. On a parlé un peu plus tôt sur une table ronde ici de l'urgence alimentaire, par exemple, créée par la sécheresse dans certains pays comme Madagascar. Il y a aussi la montée des eaux, les tempêtes tropicales dans les pays côtiers. À l'issue de la COP26 qui s'est conclue à Glasgow en novembre dernier, un accord conclu à minima qui n'a pas satisfait tout le monde, notamment certains pays africains, parce qu'on leur demande aujourd'hui de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais eux estiment qu'ils ont encore besoin des énergies fossiles pour rattraper les retards en termes de développement. Alors, développement, énergie et protection de la planète sont-ils compatibles? On va tenter de répondre à cette question avec mes invités ce matin. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et porte-parole du gouvernement de la République du Gabon. Bienvenue à vous, à vos côtés. Monsieur Mexant Raoul Ominga. Bonjour madame. Directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Bienvenue. Merci. Et en ligne également avec nous, connecté depuis Marrakech, monsieur Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Bienvenue à vous. Bonjour. Ma première question, pour aller droit au but, va s'adresser à vous, monsieur le ministre. Alors, le Gabon est le 5e plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec une production de près de 200 000 barils par jour. C'est près de 40% de votre PIB. En octobre dernier, à Brazzaville, s'est tenu le premier sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie du Gabon en ce qui concerne la transition énergétique et surtout la sortie d'une économie du tout pétrole? Merci madame. Le sujet que nous évoquons cette fin de matinée est essentiel pour comprendre les enjeux auxquels le continent africain doit faire face pour son développement. Le panel précédent a abordé ce sujet et nous pensons que le potentiel africain en termes d'énergie fossile est important et que pour faire face à nos besoins de développement, il va bien falloir que ce potentiel soit exploité, valorisé, d'abord pour électrifier le continent. On estime aujourd'hui à 600 millions le nombre d'Africains qui n'ont pas accès à une énergie connectée. On estime qu'il faudrait environ 181 milliards d'euros pour atteindre à peu près l'objectif fixé par les Nations Unies, en investissant chaque année entre 2026 et 2030 cette somme d'argent qui est colossale pour le continent. Lorsque nous abordons ces sujets, on doit comprendre que le continent doit s'industrialiser et l'énergie est à la base de l'industrialisation du continent. S'agissant du Gabon, pour répondre précisément à votre question, la stratégie concerne plusieurs secteurs d'activité. Pour ne plus dépendre uniquement du pétrole, il s'agit d'industrialiser d'autres secteurs et de les valoriser, et ces secteurs ont été identifiés. On a les mines, on a la forêt, l'agriculture, la pêche et d'autres secteurs comme les services. 3 piliers ont été construits, le Gabon vert, j'espère qu'on en parlera, le Gabon industriel et le Gabon des services. Ce qui fait que depuis 10 ans, nous avons commencé à baisser notre dépendance vis-à-vis du pétrole, même si ces dernières années, compte tenu des crises internationales, le pétrole a commencé à reprendre le dessus, mais nous avons commencé à baisser la part du pétrole dans la constitution du PIB national. Et ça montre aujourd'hui qu'en diversifiant l'économie, en faisant appel à d'autres partenaires pour d'autres secteurs d'activité que le pétrole, la part hors pétrole est de plus en plus importante dans la constitution de la richesse nationale. Et donc cette stratégie de diversification doit se maintenir et s'intensifier avec notamment la valorisation du potentiel minier de notre pays, avec le secteur forêt-bois et l'agriculture. Merci pour cette réponse détaillée. Ma prochaine question s'adresse à vous, monsieur Ominga. On vient de le dire, vous êtes le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Et ma question, c'était de connaître le rôle des sociétés de pétrole nationales dans cette transition vers une énergie plus verte en Afrique. Merci madame. Je pense que
C'est une problématique cruciale, puisque nous sommes ceux qui sont sur le terrain pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales. Et les sociétés nationales, comme vous le savez, nous sommes le trait d'union entre les partenaires internationaux et l'État. Et de ce fait, nous jouons un rôle très important. D'abord, en participant avec les autres partenaires dans la mise en œuvre, dans la mise en place des politiques, décider sur les budgets, décider sur les programmes d'activité. Et de ce fait, nous devons prêter très attention et surtout voir comment, au niveau de l'Afrique en général, au niveau même du monde, je pense qu'on parle aussi de Moyen-Orient, où il y a les grandes sociétés nationales, la mise en œuvre de ces politiques. Et nous sommes certains que les sociétés nationales doivent jouer de plus en plus un rôle important. D'abord, les législations qui sont mises en place font de telle sorte que les sociétés nationales puissent intervenir en propre dans leur programme d'activité. Pour le cas de la SNPC, par exemple, nous avons, avec des grandes sociétés internationales, mené les études au niveau du bassin de la Cuvette qui ont mis en exergue des potentialités en matière d'hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène naturel. Je pense que c'est des travaux qui sont très importants, qui sont exposés lors des différents forums et ça attire l'attention de beaucoup de gens. D'abord, nous avons mis à disposition dans notre sonde les documents dans ce sens qui donnent avec beaucoup de détails ces genres d'études. Mais pour l'instant, nous pensons que la transition énergétique, comme vous l'avez dit, doit d'abord passer par le gaz. Parce que dans cette course de fond, il faut bien l'admettre, on ne peut pas faire comme les autres. Je pense que le ministre venait de le dire, nous avons encore besoin des énergies fossiles, mais on ne peut pas les quitter du jour au lendemain. Nous devons passer par le gaz. Pour le Congo, je pense que le gaz fait l'actualité aujourd'hui. On a un grand potentiel gazier. On va peut-être revenir tout à l'heure. Donc, c'est à travers les politiques, les décisions que nous prenons avec les partenaires internationaux, les lois du pays. Et dans ce sens, nous avons aujourd'hui en négociation un code gazier avec les partenaires. Mais l'actualité fait que c'est un projet qui va s'accélérer. Donc, les sociétés nationales ont leur rôle dans la transition énergétique. Et pour ce qui concerne l'Afrique, je pense que nous devons aller à pas feutrés, regarder de près, et surtout ne pas abandonner toute cette manne d'énergie, comme l'a dit monsieur le ministre tout à l'heure, l'énergie fossile, et faire en sorte qu'on puisse répondre d'abord à des problématiques sur les besoins de nos populations, notamment la problématique sur l'électricité. Merci madame. Merci pour cette réponse. Ma prochaine question s'adresse à vous, monsieur Saïd Mouline. Monsieur Ominga vient de mentionner le gaz, pour s'appuyer sur le gaz pour la transition énergétique. Le Maroc fait déjà figure de précurseur en matière de production d'hydrogène vert. Ça permettrait premièrement de préserver l'environnement, mais surtout de donner un nouveau souffle à la production industrielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cela s'articule au Maroc et en quoi est-ce que cela représente un levier de croissance? Oui, merci Madame Moudoué. Bonjour à tous. Si je suis à Marrakech et pas physiquement à Londres, désolé, c'est parce que nous organisons le World Power Week, c'est le congrès mondial de l'hydrogène vert. Et nous travaillons aujourd'hui sur différents axes. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, sur le développement énergétique sur notre planète, c'est compatible. C'est non seulement compatible, mais c'est nécessaire. Lors de la COP22, à Marrakech, il y a eu un sommet des chefs d'État africains, présidé par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, qui a proposé des solutions africaines aux Africains pour tout ce qui est, on a bien entendu, c'est anormal qu'aujourd'hui on ait 6 millions de citoyens africains sans électricité. Donc la première des choses, c'est de fournir l'électricité, l'énergie à nos concitoyens sur le continent. Donc un programme, et le programme marocain a été présenté, nous sommes passés de 25% de taux d'extraction rurale à 99% en 15 ans, parce qu'on a mis un modèle en place. Et ce modèle a été partagé avec plusieurs pays pour dire
il y a matière à accélérer cet accès à l'énergie. Un deuxième volet, en 2009, on a eu la lettre royale qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Et 10 ans après, même 12 ans après, nous sommes dans un modèle aujourd'hui où le renouvelable représente plus de 42% de la capacité électrique du royaume et nous avons un objectif de 52% en 2030. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un modèle économique. Aujourd'hui, les renouvelables sont devenus très compétitifs. Mais attention, nous parlons bien de transition énergétique. Ça a bien été dit tout à l'heure, nous parlons de transition et un Africain, toute l'Afrique, c'est même pas 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc nous n'avons pas à tout de suite faire une rupture. Il est question de transition. Le gaz naturel va jouer un rôle très important. Le Royaume du Maroc utilise du charbon, utilise du gaz et va encore essayer d'accélérer l'utilisation du gaz parce que le gaz permet de l'efficacité énergétique dans l'industrie, permet d'avoir un outil pour l'électricité flexible qui permet plus de renouvelables sur le réseau. Ça, c'est pour les techniques de l'électricité. Donc, vous devez avoir, parce que les renouvelables sont intermittentes, il faut avoir des ressources pour pouvoir gérer cette intermittence. Et le gaz permet cela. Donc, plus on aura de gaz, plus on pourra mettre de renouvelables. C'est très important. Et je dirais en plus, on a un projet structurant qui a été lancé par Sa Majesté le Roi et le président Buhari du Nigeria. C'est le grand gazoduc du Nigeria au Maroc et qui va rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, il y a matière de faire des gazoducs qui vont non seulement permettre de développer et d'exporter plus, mais surtout développer toute la région. C'est plus de 12 pays qui sont concernés. C'est des pays qui vont pouvoir s'électrifier. Ce sont des pays qui vont pouvoir utiliser ce gazoduc aussi bien pour leurs propres besoins que pour ceux qui ont d'autres réserves. Et aujourd'hui, on trouve d'autres sites où il y aura du gaz à produire et à exporter, mais aussi pour développer notre continent. Et je pense que ce type de projet, ce sont des projets structurants pour le continent, ce sont des projets créateurs d'emplois, amenant le développement. Quand vous posez votre question sur le développement, l'énergie, la protection de la planète, tout ceci va de pair, c'est nécessaire. Et je tiens à le dire ici parce que le débat n'a pas lieu d'être. Le continent n'a pas à arrêter des outils de production, même si elles sont fossiles aujourd'hui, à condition bien sûr de faire le plus proprement possible. C'est ce qu'il y a aujourd'hui et je crois que, en entendant M. le ministre du Gabonais, et aujourd'hui tout ce qui est gaz qui était émis, qui n'était pas récupéré, aujourd'hui on fait très attention à pouvoir ne plus gaspiller cette énergie parce qu'elle est importante pour notre continent, pour nos concitoyens et pour amener enfin un service énergétique pour tout le continent. Merci, Monsieur Mouline. Alors, le Congo a lancé en août dernier son plan directeur pour le gaz qui fait justement la part belle au gaz naturel. Près d'un an plus tard, quel bilan est-ce que vous pouvez en tirer, Monsieur Ominga? Merci, Madame. Le plan directeur gaz de la République du Congo fait la part belle, comme vous venez de le dire, au gaz, parce que nous savons que le gaz doit être la première phase de la transition énergétique. Bien sûr, nous parlons de mix énergétique, mais nous avons, pendant longtemps, non valorisé notre gaz, je pense dans toute la sous-région. Aujourd'hui, nous avons pris conscience et que le gaz sera parmi les premières sources pour produire l'électricité. Il y a déjà l'application au niveau du Congo. On a eu une collaboration très intéressante avec la société Eni Congo. Et le bilan, s'il faut le dresser, je pense que nous avons un travail très important à faire pour la promotion de ce plan master gaz. Parce que n'oublions pas que nous n'avons pas eu, en réalité, la culture de l'exploitation du gaz dans la sous-région. Et ce faisant, nous devons d'abord convaincre les partenaires, convaincre les autorités, convaincre tous ceux qui sont dans la chaîne de valorisation de cette ressource, de l'intérêt, notamment avec les nouvelles thématiques sur la protection de l'environnement, de faire en sorte que ça soit une des ressources qui devait contribuer désormais au budget de l'État et faire en sorte que ces gaz qui longtemps a été torchés, malgré les lois, soient aujourd'hui utilisés dans nos ménages, utilisés pour
augmenter la ressource dans le budget de nos pays. Je vais rebondir sur ça justement, parce qu'on parle vraiment de comment est-ce qu'on peut concilier cette transition énergétique avec toujours aussi le bien-être des populations, la sortie de la pauvreté. Et c'est ma prochaine question. Il y a de nombreux ménages qui dépendent encore de bois de chauffe ou charbon pour se chauffer, parce qu'ils n'ont pas d'accès à l'électricité. On a dit 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut concilier justement cette transition énergétique avec toujours assurer le bien-être des populations? Comment est-ce qu'on peut rendre cette transition énergétique plus inclusive en fait, qui ne laisserait personne derrière? Très bien, merci pour la question. Qui s'adresse à tous les deux, donc je laisserai répondre ensuite, monsieur le ministre. Merci pour la question. Je pense que le gaz naturel, à travers ce master plan gaz, nous avons en réalité deux voies que nous devons suivre. La première voie, c'est d'abord voir comment, à travers les grands projets qui sont aujourd'hui, ont été initiés au niveau du Congo, de la RDC, de l'Angola, pour faire en sorte que nous puissions créer les infrastructures pour produire l'électricité qui devait être au bénéfice de toutes ces populations. Parce que n'oublions pas, le ministre l'a dit tout à l'heure, nous avons encore 600 millions de personnes qui n'ont pas encore accès réellement à l'électricité connectée comme ils venaient le dire. Et donc, à travers ce projet, nous savons que ça va ramener tout le monde à la lumière, permettez-moi à l'expression, et de faire en sorte que toutes les activités qui sont liées à l'électricité puissent bénéficier réellement à nos populations. Le deuxième volet, c'est le gaz domestique. Et pour ce gaz domestique, vous savez, il y a des pays qui ont déjà une grande politique, une grande culture de l'utilisation du gaz, comme au Sénégal. Nous devons faire en sorte que le réflexe d'aller couper du bois soit désormais tourné vers l'achat de la bonbonne pour la ménagère, et qui doit désormais cuisiner avec cette énergie propre, qui en réalité est abondante, mais qui n'a jamais été valorisée. Mais sortir les gens de la pauvreté, je pense, c'est d'abord créer les conditions de vie qui partent de la lumière. Bien sûr, il y a d'autres paramètres comme l'eau, qu'on n'a jamais oublié, mais pour produire l'eau, il faut aussi l'électricité. Donc je pense que tous les projets qui vont dans le sens de ces énergies renouvelables vont à coup sûr améliorer les conditions de vie de nos populations. Merci madame. Je vais vous laisser répondre à la même question, monsieur Billy Binze. Merci madame. Le potentiel gazier du Gabon, il est à peu près le même. Nous sommes sur le même bassin sédimentaire du golfe de Guinée, du Nigeria à l'Angola. Donc on a exactement les mêmes problématiques et nous devons faire face aux mêmes pressions, à la fois des industries et des ménages. Pour parler du cas du Gabon, nous avons la ville économique Port-Gentil qui aujourd'hui a son électricité qui est totalement produite sur la base du gaz qui est valorisé à Port-Gentil. Nous avons la zone économique spéciale d'un coq à Libreville, qui est une zone qui accueille aujourd'hui des dizaines d'entreprises dans la transformation du bois et qui est totalement électrifiée à partir d'une centrale thermique qui fonctionne au gaz, qui vient de Port-Gentil par un pipe qui a été construit par l'entreprise qui fournit le gaz. Et donc nous avons une stratégie gazière qui consiste aujourd'hui à faire en sorte que la part des énergies fossiles à partir du gaz, nous avons aujourd'hui 43% de la production nationale qui est fondée sur le thermique gaz, et nous sommes en train de travailler pour inverser et introduire de l'hydroélectricité, parce que là nous avons un potentiel très important. Nous le verrons cet après-midi lorsqu'on présentera la stratégie Gabon en matière d'énergie. S'agissant de votre question autour de l'accès des populations à des méthodes autres, c'est d'abord une question de lutte contre la pauvreté. Il faut d'abord que les populations arrivent à accéder à la richesse par le travail. Il faut donc créer les conditions de l'emploi pour nos populations. Parce que même si le potentiel est là, même si on peut transformer ce gaz en gaz domestique, il faut que les populations aient les ressources pour accéder à l'achat de ce gaz. C'est d'abord cela le sujet. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est électrifier, industrialiser, créer de l'emploi pour les ménages également, donc de la valeur pour les ménages, de sorte qu'effectivement on abandonne progressivement cette utilisation un peu abusive du bois pour se chauffer, pour se nourrir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus moderne, de plus pratique et qui préserve aussi bien la santé des ménages que l'environnement. Vous parlez de créer de l'emploi, mais justement cette transition peut être créatrice d'emplois dans le pays ? Mais absolument, que ce soit en valorisant le potentiel gazier, que ce soit en allant vers de nouvelles énergies, on crée de l'emploi. Encore une fois, à condition d'inverser et de ne plus être simplement consommateur. On parle beaucoup de nouvelles énergies renouvelables, solaires, mais si tout continue à nous arriver de Chine sans que rien ne soit fait sur le continent, malheureusement,
on ne pourra pas tirer grand profit de cette nouvelle vision du développement du monde. Et donc, il faut aussi industrialiser le continent, que la plupart des outils indispensables au solaire soient également fabriqués sur le continent. Et je crois que la technologie aujourd'hui, elle est accessible, il faut la financer sur le continent. On a ici des industriels, des hommes d'affaires qui peuvent venir sur le continent pour investir dans la transformation locale et l'industrialisation à travers cette nouvelle filière. Merci pour cette réponse. Ma prochaine question est pour Monsieur Mouline. Le Maroc projette de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 52% en 2030. Ça va bien entendu demander un budget conséquent. Comment est-ce qu'on finance la transition énergétique ? Merci Madame. Je voudrais tout d'abord, sur l'aspect biomasse, rapidement vous dire ce que nous avons fait au Maroc, parce que l'utilisation du bois, du feu et l'impact sur la déforestation est très important. Donc on a diffusé d'abord des foyers améliorés pour que les populations consomment moins de bois. Ensuite, on a fait l'introduction du gaz, le GPL, dans le monde rural. Tout un programme pour qu'il y ait un choix pour les citoyens pour qu'ils puissent utiliser l'énergie la plus facile et qui a le moins d'impact environnemental. En discutant avec des amis du continent, on a vu aujourd'hui que des projets où le gaz qui est issu des champs pétroliers peut être utilisé pour faire du GPL qui va dans les villages pour lutter contre la déforestation. Donc on gagne à tous les niveaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on réduit les émissions de méthane, mais en plus on utilise ça pour lutter contre la déforestation. Très rapidement sur les énergies renouvelables, oui, pour les financer, c'est des grands projets. Et Monsieur le ministre disait l'impact industriel. Nous sommes heureux aujourd'hui parce qu'il y a eu une vision royale, il y a eu des objectifs chiffrés, des agences dédiées, de la réglementation, un impact industriel très important. Aujourd'hui, 70% des composants des éoliennes au Maroc est fabriqué au Maroc. Cette intégration industrielle est très importante pour notre continent. Nous avons énormément d'emplois à développer pour notre jeunesse dans ce domaine. Nous avons un cycle de formation, nous avons un centre de formation ici à Marrakech, de catégorie 2 de l'UNESCO pour l'énergie solaire en Afrique, pour former les jeunes à dimensionner, installer, faire la maintenance des systèmes solaires dans toutes les régions du continent. Et c'est très important parce que c'est ça les emplois aussi de demain. Et il faut accompagner cette transition par les emplois qui vont avec pour notre continent. Le côté industriel va de pair. Lorsqu'on a donné une vision et pour financer les régions renouvelables, il ne s'agit pas de faire un seul projet. Il faut avoir une stratégie dans le pays sur les 10, 20, 30 prochaines années. C'est comme ça que vous arrivez à avoir des financements verts. C'est comme ça que vous arrivez à avoir une intégration industrielle. Et c'est comme ça que vous aurez tous les impacts économiques, environnementaux, bien sûr, parce que la finance verte finance ce type de projet. Et ensuite, l'impact social. Lorsque le Royaume du Maroc fait un parc éolien à l'Aïoun aujourd'hui, c'est pour valoriser le vent de l'Aïoun, en créant des emplois à l'Aïoun, pour produire de l'électricité pour l'Aïoun. La région, parce que les renouvelables permettent d'abord d'accompagner les régions avant de pouvoir se développer sur les autres régions. Donc, on est obligé de développer ces régions. Et l'avantage des renouvelables par rapport à notre source, c'est que ça développe les régions. Nous le voyons aujourd'hui à Ouarzazate, nous le voyons à l'Aïoun, nous le verrons demain à Dakhla parce que de grands projets éoliens se développent, sont prévus dans cette région. Et nous voyons que le modèle, quand vous avez une vision, le modèle, l'impact financier n'est pas si compliqué à avoir, à condition. Et lors de la COP22, j'étais en charge du partenariat public-privé. Tous les projets renouvelables au Maroc se font en cadre d'un partenariat public-privé. Et c'est le privé qui investit. C'est le privé qui va chercher le financement. Le Maroc a aussi une part dans l'aménagement et la préparation des sites. Et nous avons une agence dédiée pour cela. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu mobiliser non seulement des acteurs mondiaux pour pouvoir, avec des partenaires marocains, développer des projets chez nous. Et aujourd'hui, nous avons obtenu des prix parmi les plus bas au monde du renouvelable. Alors, c'est le dernier point que je voulais citer. Les renouvelables sont devenus tellement compétitifs. On fait de l'électricité à moins de 3 centimes d'euros à partir de l'éolien aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes dans un modèle compétitif qui justifie maintenant ce hydrogène vert, parce que l'hydrogène vert ne sera compétitif que si les renouvelables sont à un prix très compétitif. Voilà. Merci. On arrive à la fin. Il y a une question quand même que j'aurais aimé poser par rapport au rôle des forêts tropicales.
dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Les forêts tropicales du Gabon, deuxième poumon de la planète derrière l'Amazonie, qui absorbent 140 millions de tonnes de CO2 par an. Pour donner un contexte, c'est comme si on retirait 30 millions de voitures de la circulation à travers le monde. La préservation de cette forêt tropicale du bassin du Congo a donné naissance à ce qu'on appelle la compensation carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment s'articule ce mécanisme? Et Monsieur Ominga, est-ce que ce modèle de finance climatique pourrait s'exporter au-delà des frontières du Gabon pour aider l'Afrique à atteindre cette transition énergétique qui reste juste pour ses populations? Je vous laisse répondre rapidement. C'est un sujet sur lequel nous travaillons dans le cadre des institutions sous-régionales avec le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la RDC. Pour ce qui est du Gabon, notre couvert forestier aujourd'hui est très important. Le Gabon il est couvert à 88% de forêt. Nous avons un taux de déforestation qui est en dessous de 1%. Et nous avons aujourd'hui calculé que nous arrivons à capter grâce à ces forêts-là jusqu'à 100 millions de tonnes par an, ce qui équivaut un peu à un tiers des émissions d'un pays comme la France. Et depuis la dernière COP à Copenhague, le Gabon a réussi à capter environ 1 milliard de tonnes. Ce qui veut dire que les industries installées en Afrique ou surtout au nord, la sidérurgie, les cimenteries, qui sont très émetteurs de gaz, vont pouvoir aller sur le marché pour essayer d'obtenir des compensations. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ce marché soit réellement installé et dynamisé. Que ça ne soit pas de la théorie, qu'on arrive vraiment à ce marché. Attention, nous ne disons pas nous préservons pour vous, vous pouvez continuer à vous industrialiser. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des compensations. Mais dans le même temps, nous devons industrialiser le continent. Regardez, juste une petite chose. Aujourd'hui, alors que l'Afrique est très loin du théâtre de la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais l'Afrique subit le contre-coup et les effets négatifs de cette crise. Si l'Afrique, demain, doit pouvoir ne plus subir ces chocs extérieurs, il faut pouvoir produire sur le continent ce dont nous avons besoin. Et c'est essentiel. Donc cette compensation, elle est mise en œuvre à travers plusieurs mécanismes au niveau de la sous-région. Et nous allons continuer à peser dans les différentes rencontres internationales pour prendre en compte la nécessité de mieux valoriser les efforts que font les pays africains pour maintenir le couvert forestier. Je vais vous laisser conclure sur cette thématique aussi, Monsieur Ominga. Merci. Mais je pense que Monsieur le ministre a raison. Sur le fond, est-ce que le modèle gabonais peut s'exporter? On dirait le forestier du Gabon. Je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. À travers l'initiative Fonds Bleu, nous pensons qu'on peut encore... tout à l'heure, vous avez parlé que c'était le deuxième poumon. On peut devenir le premier poumon, puisque le Gabon, le Congo, le Cameroun, la RDC et la Centrafrique réunis, je pense qu'il y a de quoi laisser respirer le monde et sur le fait qu'on peut quand même respirer pendant quelques années. Mais il a dit aussi que dans ces mécanismes de financement, il ne faudrait pas que nous soyons les seuls à garder le coffre sans maîtriser le contenu. Et on devait voir aussi s'impliquer réellement tout ce qui a été dit COP 26 à Glasgow pour que la communauté internationale s'implique réellement dans le soutien des pays qui sont aujourd'hui les gardiens de l'environnement à travers ces forêts que vous avez parlé tout à l'heure. Donc le modèle peut bien s'exporter. Merci. Merci infiniment à tous les trois d'avoir pris le temps de revenir en détail sur ce dilemme de la transition énergétique en Afrique, de la préservation de l'environnement, mais de la nécessité de continuer malgré tout à se développer. Merci infiniment. Merci, c'est gentil.